Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Sauront-ils envoyer un signal positif pour le climat? À la veille de la COP26, les dirigeants des 20 pays les plus riches du monde sont réunis à Rome. Un sommet de 2 jours pour définir leurs engagements et convaincre. Un trip à l'hôpital, ça vous parle? Après plusieurs années de prohibition, les substances psychédéliques comme le LSD sont à nouveau investiguées pour leur pouvoir thérapeutique. Un congrès a lieu en ce moment même à Lausanne. On sera en direct avec l'un de ses organisateurs, le psychologue Federico Serra-Agnoli. Et puis, on terminera ce journal avec de drôles de figurines articulées. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds accueillent ce week-end le Festival international des marionnettes, des objets d'enfants pour raconter des réalités du monde adulte. Ils doivent parler fiscalité, relancer l'économie mondiale et surtout prendre des mesures pour le climat. Les dirigeants du G20, les plus grandes nations industrielles de la planète, se retrouvent aujourd'hui à Rome. Une réunion qui a valeur de test avant la COP26 qui débute lundi à Glasgow. Marc Julmy. Les responsables du G20 reconnaissent l'importance capitale de parvenir à un taux net d'émissions de gaz à effet de serre nul ou à la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle. Fin de citation. Les mots sont forts, restent pour les dirigeants du G20 à les transformer en actes. La réunion vient tout juste de commencer à Rome, mais les termes du communiqué final sont déjà posés. Des engagements pour le climat, juste avant la réunion de la COP26 à Glasgow, mais aussi l'aide aux pays en voie de développement et la fiscalité mondiale. Pour le reste, chacun vient ici plaider sa cause. Nous avons ensemble acté plusieurs partenariats bilatéraux sur les exports d'armement, sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Mais la société civile est là, elle aussi bien décidée à rappeler à tous les priorités du moment. Nous sommes réunis ici à Rome devant le Colisée pour demander aux dirigeants du G20 d'investir de l'argent en faveur du climat. Mais le sommet du G20, c'est aussi une capitale sous cloche, surveillée par des centaines de drones, des dizaines d'hélicoptères et par plus de 5000 policiers, carabiniers et militaires. Contrôle maximal jusqu'à demain soir. Ces images maintenant spectaculaires qui nous viennent de l'archipel des Canaries. Sur l'île de La Palma, le volcan Cumbre Vieja continue de cracher de la lave et des cendres. L'éruption dure désormais depuis 6 semaines. De nombreux volcanologues se sont rendus sur place pour recueillir des données. Serge Alain Simazocchi et Emilien Verdon. Au cœur d'une nuit orangée, comme une flamme à l'horizon, spectacle hypnotisant. Au réveil, les habitants de La Palma aperçoivent une épaisse fumée. Dans le cratère réside une intense activité. Du magma expulsé jusqu'à 600 mètres de hauteur. Cette bombe volcanique dévale la pente infestée de cendres. Température 1000 degrés. Le Cumbre Vieja continue de gronder. Le volcan est toujours très actif, il émet de la lave en continu. Il ne s'arrête pas et il accumule de la lave à haute altitude comme cela s'est produit tous ces derniers jours. Pour les scientifiques, l'éruption de La Palma permet la récolte de nombreuses informations. Ce volcanologue vient de rentrer avec dans ses bagages des kilos de roches magmatiques provenant du Cumbre Vieja. Là, on a des échantillons de coulées de lave qui se présentent comme ça. Et le deuxième type d'échantillon qu'on prend, c'est de la cendre volcanique. Et on prend ce type d'échantillon parce qu'il nous donne des informations complémentaires. Le matériel qui explose, il est injecté dans l'atmosphère, refroidit très vite. La coulée de lave, il sort, ça prend beaucoup de temps pour se refroidir, il va se modifier. Alors, il nous donne des informations complémentaires, mais pas comme ce matériel ici. Depuis le début de l'éruption, plusieurs millions de mètres cubes de magma ont été éjectés du volcan. 2300 maisons ont été détruites et près de 7000 personnes évacuées. La trajectoire de la lave est suivie quotidiennement. Et maintenant, on a à la fin un coulée qui commence à se propager dans la côté sud de la coulée de lave et la peur qu'il va se propager aussi dans cette région ici où il y a des autres maisons. L'éruption dure maintenant depuis 6 semaines et pour l'heure, personne ne sait quand elle se terminera. C'est un événement inédit en Suisse. Plusieurs dizaines de chercheurs, psychiatres et étudiants sont réunis ce week-end au Musée olympique de Lausanne pour un congrès sur les effets thérapeutiques des hallucinogènes comme le LSD ou la MDMA.
Plusieurs études sont menées actuellement dans le monde, notamment au HUG à Genève, pour voir si ces drogues de synthèse administrées en microdose peuvent avoir des effets bénéfiques sur des patients dépendants à l'alcool ou dépressifs. Federico Seragnoli, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Vous êtes un des organisateurs de la conférence et vous participez à cette étude menée au HUG. Première question, quels peuvent être concrètement les effets thérapeutiques de ces substances psychédéliques ? Quand on utilise les substances psychédéliques, du coup, dans le cadre d'une psychothérapie, on peut vraiment remarquer une amélioration des symptômes pour des différentes pathologies comme la dépression, les addictions et même le stress post-traumatique. Les substances psychédéliques, du coup, donc, on parle de LSD, de MDMA et de psilocybine, hein, la substance extraite de champignons hallucinogènes, et sont vraiment très importantes et potentiellement très utiles dans la psychothérapie. C'est vrai qu'à ce jour, il y a déjà 4 universités suisses à Bâle, Zurich, Fribourg et Genève, justement, qui s'occupent de mener des recherches dans cette direction. On voit bien que la Suisse est pionnière dans ce domaine, mais un domaine qui est encore empreint de préjugés. Est-ce qu'on peut vraiment garantir un usage thérapeutique contrôlé de ces substances ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérive ? Effectivement, c'est justement le but pour lequel on a organisé une conférence académique à Lausanne, ici, pour 3 jours, avec des conférenciers du monde entier et de la Suisse entière, alémanique et française. Cette conférence va aussi octroyer des crédits de formation continue aux psychiatres et aux psychologues. Et en fait, notre but, vraiment, c'est de faire passer le message que c'est des médicaments, on peut les utiliser en psychothérapie, et il faut bien, du coup, connaître cette approche. Et brièvement, donc vous l'avez dit, hein, c'est un congrès qui réunit des chercheurs du monde entier. Qu'est-ce que vous attendez de ces 3 jours ? Ben justement, on s'attend à comprendre davantage cette approche qui est encore très peu répandue. Et puis, on s'attend aussi que cette volée d'académiciens puisse tisser des liens pour des prochaines recherches et pour des intuitions pour justement mener en avant le domaine. Federico Seragnoli, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et en hockey sur glace, la soirée d'hier a souri aux 2 clubs romans en action. Ajoie a créé la surprise face à Zurich, alors que le HC Bienne reprend la tête du classement de la National League grâce à son succès face à Lugano. John Nicolet. Ambiance de folie dans la patinoire de Porrentruy. Les fans jurassiens peuvent jubiler. Leur équipe s'offre une victoire de prestige face aux Lions de Zurich et leur armada offensive. Contre l'un des favoris au titre, les hommes de Gary Sheehan font valoir leurs armes, soit le travail, l'abnégation et la volonté. Mené au score, le petit poussé à Joulot revient par 2 fois à hauteur de son adversaire grâce au top scoreur Thibaut Frossard puis Steven Maka. Les jurassiens passent devant au tableau d'affichage durant la période intermédiaire. Fortier et De Vos permettent à leur équipe de mener 4-3. En fin de match, Zurich pousse pour égaliser, Ajoie plie mais ne rompt pas. Le gardien Tim Wolf enchaîne les parades et permet à son équipe d'empocher un 4e succès cette saison. La bonne affaire de la soirée est pour le HC Bienne. En battant Lugano 4-1, les hommes de Tormainen reprennent la tête du classement à Fribourg-Gotteron. De retour de blessure, c'est Luca Kunti qui ouvre la marque suite à une percée de Brunner. Le jeune Elvis Schlepfer, Victor Löw et Tony Rayala font également partie des buteurs de la soirée dans les rangs zélandais. Face aux Tessinois, les Biennois ont montré une fois de plus pourquoi ils jouent le haut du tableau depuis le début de la saison. Solides et rigoureux dans le jeu défensif, ils peuvent ensuite compter sur le talent et la vitesse de leurs attaquants. Lugano n'a pas vraiment eu droit au chapitre. La victoire finale est amplement méritée pour un HC Bienne décidément très impressionnant. C'est un rendez-vous culturel qui met en lumière un genre théâtral parfois méconnu. Le Festival international des marionnettes se tient jusqu'à dimanche à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Des spectacles qui parlent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Reportage de Johan Métry, Lionel Bourki et Gabriel Devecq. Dans ce spectacle intitulé Appel d'air, ce ne sont pas les mots qui parlent, mais les objets. Des objets rendus à la vie par un jeu de mime saisissant et des images empruntées à l'enfance pour mieux plonger le public dans les tréfonds de l'âme humaine entre folie et liberté intérieure.
Je pense que c'est inhérent à l'objet, ce rapport à l'enfance. Ça puise dans quelque chose qui est très intime. On a tous traversé cette période de l'enfance qui nous constitue quotidiennement. Il y a plein de choses que nous faisons qui font référence à cette période de notre vie. Le festival explore depuis bientôt 40 ans cette forme de théâtre au croisement des arts plastiques et de la scène, où les objets permettent de libérer l'imaginaire. La marionnette permet de créer des images qui sont très fortes, qu'on pourrait peut-être pas faire avec des comédiens. L'image la plus classique, c'est qu'une marionnette peut s'envoler, par exemple, ce qui est toute une mécanique. Bien sûr qu'un comédien peut s'envoler, mais voilà, il suffit de prendre un personnage et de décider qu'il s'envole, et tout le monde va croire qu'il s'envole. Et le champ des possibles est infini. Preuve en est cette scène clé que répètent ici les artistes nantais de la compagnie Les Maladroits, où de simples plots en bois et des voiturettes en plastique servent à raconter le conflit israélo-palestinien. Encore une Jeep, la 5e. Il cherche quelqu'un ou quelque chose. Tout le monde a joué avec une petite voiture, tout le monde a eu un arbre miniature une fois dans la main. On sait tous que c'est qu'une brique, du bois, on en voit tous les jours dans notre vie. Le fait de raconter cette histoire qui pourrait paraître compliquée ou inaccessible ou trop complexe, le fait que ce soit avec des objets quotidiens, eh ben, tout le monde se l'approprie. Au Festival international des marionnettes, les artistes nous montrent que la vérité sort toujours de notre regard d'enfant. À découvrir encore aujourd'hui et demain à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Un projet de lutte contre le gaspillage, la rénovation d'un haut lieu de la vie nocturne biennoise ou encore la récolte de noisettes. Vous l'avez deviné, c'est l'heure du meilleur de la semaine de Couleurs locales. Fabienne Pabianco-Carella et Raphaël Poncioni sont vos guides. Couleurs locales se trouve à Échalant dans la campagne vaudoise où certains producteurs sont en pleine récolte. Nous nous trouvons au beau milieu d'une des rares plantations de noisettes de Suisse. Et pourtant, la noisette, on en trouve un peu partout et sous de nombreuses formes, que ce soit fruits entiers, huile, farine, pâte ou encore en chocolaterie et en pâtisserie. En Suisse, les noisettes sont principalement importées de Turquie, de France et d'Italie. Il faut dire que la culture indigène est encore très confidentielle et très récente. Et on va s'intéresser à présent à l'almanach du messager boiteux. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de l'une des plus anciennes publications de Suisse, plus de 300 ans d'histoire. Et pour la première fois, son propriétaire nous a ouvert ses archives, un véritable trésor. Claude-Olivier Volu. Derrière cette porte sécurisée sont conservés des documents historiques jamais montrés au public. Nous sommes dans les archives d'un imprimeur de Châtel-Saint-Denis, propriétaire du légendaire Messager boiteux. L'almanach est édité depuis plus de 300 ans. Tous les numéros sont conservés dans ce coffre-fort résistant au feu. C'est protégé parce que ça en vaut la peine. Ici se trouve 300 ans d'histoire de Suisse romande et de Suisse en général. Donc c'est une armoire anti-feu qui supporterait les pires outrages, en cas d'incendie évidemment, pour protéger ces choses qui sont totalement uniques. Le Messager boiteux, c'est une institution qui a résisté au temps. Avec sa météo annoncée une année en avance, son éphéméride, ses articles sur la culture, le patrimoine et surtout son légendaire vendeur à la criée, un messager boiteux incarné jusqu'à sa mort dans les années 80 par cet homme, Samuel Burnin. Demandez l'almanach du messager pour 72, les tout nouveaux. Pour lui, il avait été appelé par Dieu pour incarner. Et tous les jours, il mettait le costume. Il faisait le tour des marchés, des foires pour vendre son messager. Et il a marqué les gens. Encore aujourd'hui, c'était un marcheur. Quand il avait encore ses deux jambes, il restait avec une jambe. Et il a marqué les gens. Donc moi, parfois, j'y pense, quoi. Même si je n'ai jamais connu ce monsieur, j'y pense tous les jours quand je fais mes articles. Voici la plus ancienne représentation du messager boiteux. Ce dessin est vieux de plus de 300 ans et figure en page 2 du tout premier almanach. Donc j'ai la chance d'avoir les toutes premières éditions donc, du Messager boiteux, donc de 1707 édité en 1708, et puis qui reprennent on va dire, des symboles qu'on retrouve encore aujourd'hui donc, sur 2022.
avec justement donc, le messager, l'enfant qui pleure, on va dire les symboles guerriers, le soleil, la lune, etc. Le procédé d'impression était à l'époque bien différent, comme en témoigne ce bois gravé qui a servi à figer sur l'almanach le sacre de Louis XVI. Le messager boiteux est le plus petit des monuments du patrimoine suisse. Bonsoir à toutes et à tous. Couleur locale fait halte à la coupole de Bienne, véritable temple de la culture alternative depuis 50 ans. Elle fait littéralement partie de l'ADN de la ville. Située en plein centre, elle rythme la vie nocturne et culturelle de la jeunesse depuis plusieurs générations, tout mouvement confondu. Les vinyles sont indémodables. Eh bien, figurez-vous que la cassette connaît elle aussi un regain d'intérêt. Séquence nostalgie avec Witold Langlois. Elle a longtemps été la meilleure amie des mélomanes. Facilement transportable, réenregistrable, écoutable partout, dans la chambre, dans la voiture ou dans la rue grâce au fameux baladeur, la cassette audio reprend sa lecture. Son inventeur, Lou Ottens, qui l'avait créé en 1963, est décédé au printemps 2021. Il laisse derrière lui un objet culte, rétro, qui revient à la mode. Comme une bonne amie, la cassette audio a ses bons et mauvais côtés. L'avantage d'une cassette, je mets dans une poche. Ça prend pas de place. Sac à main, dans la poche. Et tiens, j'ai ma cassette. C'est comme un support qui vieillit pas très bien. Il faut vraiment les conserver dans de bonnes conditions. Du reste, à la grande époque de la cassette, quand j'étais ado, tu la laissais dans la boîte à gants d'une voiture, il y a bien des chances que ta bande elle s'abîme, quoi. C'est un peu cheapos quand même. J'ai fait des compiles pour tous mes potes à l'époque. C'était vraiment, tu faisais de la compilation, tu faisais « Ah, fais-moi une mixtape » et puis tu faisais une super mixtape. La mixtape, un terme utilisé avant tout chez les DJs pour désigner une cassette contenant un mix fait maison, une sorte de carte de visite. Elle servait de carte de visite à l'époque, ouais, parce que mais même aux États-Unis, je veux dire, les démotapes en fait se faisaient sur cassette comme ça, ils donnaient ça au DA ou bien ils les faisaient circuler dans les soirées, ils les donnaient partout en fait. C'était facile à transporter contrairement au vinyle, c'était pas cher à fabriquer. On pouvait même les enregistrer nous-mêmes à la maison si tu avais un petit tape deck. Depuis quelques années, un regain d'intérêt s'opère pour ces compilations collector. Je pensais pas que ça allait revenir aussi fort. Les gens commencent à revenir chercher du physique en fait. On nous marre en fait d'avoir des iPods, ne plus rien toucher en fait, plus regarder les pochettes, regarder à l'intérieur les inserts et tout ça. Et beaucoup de mes clients reviennent chercher ça en fait. Le Genevois Julien Israélian fait partie de ces musiciens qui remettent la cassette au goût du jour en produisant des séries limitées pour les collectionneurs et autres aficionados. Alors voilà la cassette que j'ai sortie. Elles sont toutes uniques. J'ai découpé les pochettes dans des vieux magazines de cinéma. J'en ai fait 300 exemplaires, je crois. C'est un choix artistique en fait. Il est aussi économique, c'est beaucoup moins cher de faire peu d'exemplaires d'une cassette que peu d'exemplaires d'un tirage vinyle. Encore loin des grands magasins, la cassette est pour l'instant essentiellement produite à l'étranger. Un retour qui s'opère petit à petit pour le plaisir des nostalgiques et des amateurs lassés du tout digital. En Suisse, un aliment sur 3 est gaspillé. Cela se passe principalement dans les ménages, mais également les invendus dans les commerces. Il existe aujourd'hui de nombreuses initiatives pour récupérer ces invendus. Ce soir, on s'intéresse aux rescapés du potager. C'est une expérience en phase test dans l'un des plus grands groupes privés encore de commerce de détail, en collaboration avec la FOVAM, la Fondation en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle. Le produit est récupéré, retransformé et mis sur les étals.
tout cas, ça sent bon. On est entré dans l'atelier alimentaire de la Fondation Valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle. On vous rencontre, Nicolas Toffol, bonjour. Bien le bonjour. Alors c'est donc ici que vont être traités ces invendus alimentaires qu'on a pu voir tout à l'heure dans le magasin. Effectivement, on travaille déjà en collaboration avec d'autres entreprises. On valorise aussi des produits, ou des produits qui sont déjà livrés. On fait des confitures, on fait déjà des soupes, etc., avec d'autres partenaires. Oui. Alors c'est vous qui avez identifié les produits qui peuvent être réutilisés et les recettes finalement. Tout à fait. Alors on a eu ces légumes, ces fruits qui sont arrivés, et puis on a eu la chance avec notre collaborateur Eric et puis notre collaboratrice Brigitte de pouvoir faire des recettes et de les proposer à Edelweiss Market Palme 13 étoiles qui ont validé ces produits et puis qui maintenant vont être diffusés dans leurs magasins. C'est une opération gagnant-gagnant. Pourquoi finalement ? Alors c'est clair que nous, on prend du temps, on met au travail, on a fait des calculations de prix, on a fait des choses comme ça, donc on vend nos produits finis à Edelweiss Market qui après posent leur marge et puis les vendent dans leurs magasins respectifs. Et puis, bien sûr, c'est très intéressant, surtout pour la variété du travail qui est mise en place pour les personnes en situation de handicap. Et c'est déjà la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Claudia Mélangeois d'I-Savoie. Et puis, votre magazine Faut pas croire s'intéressera aux liens que nous entretenons avec nos objets fétiches, du doudou de l'enfance aux bibelots qui nous suivent parfois jusqu'à l'EMS. Très bel après-midi à vous. On se retrouve ce soir pour le 19h30. Suivez l'information en continu sur RTS Info.